Quand j'ai vu la robe blanche suspendue dans leur placard, mon cœur s'est arrêté. Ma belle-fille Sophie m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit avec un sourire glacial « Ah, nous nous sommes déjà mariés hier, nous n'avons invité que des personnes spéciales. » Ces mots sont tombés sur moi comme un seau d'eau froide, des personnes spéciales. Moi qui pendant 3 ans avais payé leur loyer de 800 € par mois, qui avais acheté chaque meuble de leur appartement, qui remplissait leur frigo quand ils n'avaient même pas de quoi manger. Je n'étais pas une personne spéciale. Je suis resté là, debout dans le salon de ma propre maison, fixant cette robe de mariée comme si elle était un fantôme. Voyant mon fils Pierre éviter mon regard pendant que Sophie s'installait confortablement sur le canapé que je leur avais acheté. Le costume gris que j'avais choisi pour leur mariage était suspendu, inutile dans mon armoire, avec les chaussures neuves et l'illusion de faire partie du jour le plus important de la vie de mon fils unique. J'avais dépensé 400 € pour ce costume, pensant à la fierté que j'aurais sur les photos du mariage de Pierre, des photos sur lesquelles je n'apparaîtrais jamais. Pendant des semaines, j'avais planifié chaque détail. J'avais mis de côté 2000 € comme cadeau de mariage. J'avais appelé ma sœur à Lyon pour lui annoncer la bonne nouvelle. J'avais nettoyé ma maison de fond en comble, en pensant qu'il viendrait peut-être célébrer avec moi après la cérémonie. Tout s'est écroulé en une seconde avec ces 4 mots empoisonnés « que des personnes spéciales ». Pierre a finalement levé les yeux et m'a dit d'une voix qui semblait répéter « Papa, c'était quelque chose d'intime, très petit, juste nous deux et les témoins. » Mais je savais que c'était un mensonge. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. J'ai vu les parents de Sophie poser fièrement aux côtés des mariés. J'ai vu ses frères trinquer au champagne. J'ai vu la robe blanche de Sophie que j'avais aidé à payer avec les 200 € cités pour ses dépenses personnelles le mois dernier. J'ai tout vu de ce à quoi je n'avais pas été invité à assister. Une semaine plus tard, exactement 7 jours après cette humiliation, Sophie m'a appelé avec une voix complètement différente. Ce n'était plus la femme assurée qui m'avait exclu du mariage. Maintenant, elle semblait désespérée, presque suppliante. « Michel, le loyer est en retard. Le propriétaire nous met la pression et dit que si nous ne payons pas cette semaine, il va nous expulser. Vous avez oublié de faire le virement. » Sa voix tremblait légèrement comme si le monde s'écroulait sur elle. Je suis resté silencieux quelques secondes, me souvenant de toutes les fois où j'avais couru à la banque faire ce virement. Toutes les fois où j'avais annulé mes propres projets pour m'assurer qu'ils avaient un toit. Toutes les fois où j'avais mangé des pâtes pour pouvoir leur donner de l'argent pour leurs caprices. Et maintenant, après m'avoir exclu du moment le plus important de leur vie, ils avaient l'audace de m'appeler comme si rien ne s'était passé. « Sophie !» Je dis avec un calme qui m'a surpris, « Je t'avais pas dit que je n'aide que les personnes spéciales. » Le silence de l'autre côté de la ligne était si profond que j'ai pu entendre mon propre cœur battre. Pour la première fois en années, ce n'était pas moi qui tremblais, c'était elle. « Michel, je ne comprends pas, » a-t-elle bégayé. « Nous avons toujours été spéciaux pour vous. Vous êtes comme un second père pour moi. » Des mensonges. Tous des mensonges enveloppés dans cette voix douce qu'elle n'utilisait que quand elle avait besoin de quelque chose. La même voix qu'elle avait utilisée pour me demander de l'argent pour la robe de mariée, pour le voyage de noces, pour les alliances que j'avais aidé à financer, sans savoir que je ne verrais jamais la cérémonie où ils les échangeraient. Pendant tant d'années, j'avais vécu avec cette sensation constante de marcher sur des œufs, pesant chaque mot, chaque geste, chaque cadeau, espérant recevoir une miette d'affection de mon propre fils. J'avais été le père parfait, le beau-père complaisant, le pourvoyeur silencieux qui ne protestait jamais quand il me traitait comme si j'étais invisible. Mais cette phrase « que des personnes spéciales » avait réveillé quelque chose en moi qui dormait depuis longtemps. J'ai calculé mentalement combien d'argent j'avais dépensé pour eux ces 3 dernières années, entre le loyer, la nourriture, les cadeaux, les urgences et les caprices. Plus de 5000 €. 5000 € que j'avais tirés de ma retraite, de mes économies, de l'argent que ma défunte épouse avait laissé pour que je vive tranquille mes dernières années. Et pourquoi ?
pour être traité comme un étranger le jour du mariage de mon propre fils. Cette nuit-là, après avoir raccroché le téléphone, je me suis assis sur mon lit et j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de colère, de frustration accumulée, d'années d'humiliation avalées en silence. J'ai pleuré pour toutes les fois où il m'avait fait sentir que mon amour était un fardeau, que ma présence était un obstacle, que mon argent était la seule chose de valeur que j'avais à offrir. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, quelque chose avait changé en moi. Ce n'était pas seulement la douleur de la trahison, c'était quelque chose de plus profond, de plus froid. Je me suis levé et me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Les mêmes yeux fatigués de toujours, les mêmes rides qui racontent des histoires d'années à donner de l'amour sans le recevoir en retour. Mais il y avait quelque chose de différent dans mon regard. Une dureté que je ne reconnaissais pas, une détermination qui avait été enterrée sous des années de complaisance. Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé du café comme tous les matins depuis 40 ans. Mais cette fois, je n'ai pas pensé à appeler Pierre pour demander comment il avait passé la nuit. Je n'ai pas vérifié mon téléphone en espérant un message de lui s'excusant pour l'humiliation de la veille. Pour la première fois depuis longtemps, ma première préoccupation du jour était moi-même. Je me suis assis à la table, où tant de fois j'avais planifié des surprises pour eux, où j'avais compté des billets pour leurs dépenses, où j'avais pleuré en silence quand ils me traitaient avec indifférence. Maintenant, cette table serait témoin de quelque chose de complètement différent. J'ai pris mon carnet de chèques, mes relevés bancaires, et j'ai commencé à faire des calculs. Je voulais voir en chiffres exacts: loyer mensuel, 1200 € pendant 36 mois, 4200 €. Nourriture et courses, environ 300 € mensuels, 1800 € de plus, cadeaux d'anniversaire, Noël, anniversaire de mariage, au moins 6000 €, urgence médicale de Sophie, 1500 €, le prêt pour la voiture qu'ils ne m'ont jamais remboursé, 5000 €, la réparation de la climatisation de leur appartement, 800 €, les meubles du salon, 2500 €. Total, 800 €. C'était le chiffre exact de ma générosité. J'avais gaspillé 800 € que j'avais tirés de l'héritage de ma femme, de ma retraite, des économies que j'avais gardées centime par centime pendant des décennies de travail honnête. Tout cet argent jeté à la poubelle pour maintenir confortables deux adultes qui ne pouvaient même pas feindre le respect pour moi. Le téléphone a sonné et j'ai vu le nom de Pierre sur l'écran. Normalement, j'aurais couru décrocher le cœur battant, espérant qu'il me demande enfin pardon, qu'il m'explique que tout avait été un malentendu. Mais cette fois, je l'ai laissé sonner une fois, 2 fois, 3 fois. Finalement, il s'est arrêté, et j'ai continué à boire mon café comme si rien ne s'était passé. 10 minutes plus tard, il a sonné de nouveau. Cette fois, c'était Sophie. Je l'ai aussi laissé sonner. Puis est arrivé un SMS de Pierre. « Papa, décroche le téléphone. Nous devons te parler d'urgence. » J'ai effacé le message sans répondre. À 14 heures, j'ai décidé de sortir me promener. Cela faisait des mois que je ne l'avais pas fait sans but précis, sans une tâche liée à eux. C'était toujours la banque pour faire des virements, le supermarché pour acheter quelque chose dont ils avaient besoin, la pharmacie pour les médicaments de Sophie. Aujourd'hui, j'ai marché juste parce que j'en avais envie. Je suis passé devant le parc où j'emmenais Pierre quand il était enfant. Je me suis souvenu de ce petit garçon doux qui me serrait fort dans ses bras et me disait que j'étais le meilleur papa du monde. À quel moment était-il devenu cet homme qui me traitait comme si j'étais un distributeur automatique avec des sentiments? À la banque, où tant de fois j'avais fait des virements automatiques, je me suis arrêté devant la porte. Le directeur, M. Dupont, m'a vu à travers la vitre et m'a salué de la main. Je le connaissais depuis des années. Il avait traité chacun de mes virements pour Pierre et Sophie. Il avait vu mon compte se vider mois après mois pour remplir le leur. Je suis entré et suis allé directement dans son bureau. « Monsieur Dupont » ai-je dit.
J'ai besoin d'annuler tous les virements automatiques que j'ai programmés. » Il m'a regardé surpris. Pendant 3 ans, ces virements avaient été aussi réguliers que le lever du soleil. « Vous êtes sûr, monsieur Michel, il s'est passé quelque chose ?» Sa préoccupation était sincère, plus sincère que tout intérêt que Pierre avait montré pour moi ces derniers mois. « Il s'est passé que j'ai enfin ouvert les yeux, » ai-je répondu. « Je veux tout annuler, et je veux aussi des informations sur comment protéger mes comptes. Je ne veux plus que personne d'autre ait accès à mon argent. » Pendant que M. Dupont traitait les annulations, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Pierre, Sophie, Pierre encore. C'était comme s'ils avaient développé un radar pour détecter quand leur source de revenus était en danger. J'ai complètement éteint le téléphone. « Monsieur Michel, » a dit M. Dupont en me remettant les papiers. « Excusez-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais en toutes ces années, je vous ai vu très généreux avec votre famille. J'espère qu'ils ne vous font pas pression pour faire ces changements. » Ces mots m'ont profondément touché. Cet homme qui me connaissait à peine au-delà des transactions bancaires montrait plus de préoccupations sincères pour mon bien-être que mon propre fils. « Ils ne me font pas pression, monsieur Dupont. Au contraire, j'ai enfin arrêté de me faire pression. » Quand je suis sorti de la banque, je me suis senti étrangement léger, comme si j'avais laissé un poids énorme dans ce bureau. Pour la première fois en années, mon argent était complètement à moi. Je n'avais pas d'engagement financier avec des gens qui me voyaient comme une ressource plutôt que comme un être humain. J'ai marché vers la maison en pensant à toutes les choses que j'avais arrêté de faire pour plaire à Pierre et Sophie, les voyages que je n'avais pas faits pour économiser de l'argent pour eux, les amis que j'avais cessé de voir parce que j'étais toujours disponible pour leurs urgences. Les loisirs que j'avais abandonnés parce que chaque euro que je dépensais pour moi était un euro de moins pour leurs besoins. En arrivant chez moi, j'ai trouvé 3 voitures garées devant ma porte. Celle de Pierre, celle de Sophie, et une que je ne reconnaissais pas. Il y avait du mouvement dans ma maison à travers les fenêtres. Mon sang s'est glacé. Ils avaient des clés. Je leur avais donné les clés parce que je leur faisais confiance, parce que je pensais qu'un jour, ils prendraient soin de moi, comme j'avais pris soin d'eux. J'ai respiré profondément, avant d'ouvrir la porte. C'était l'heure de la première vraie confrontation de ma nouvelle vie. J'ai ouvert la porte de ma maison et je me suis trouvé face à une scène que je n'oublierai jamais. Pierre était assis sur mon canapé, la tête entre les mains. Sophie faisait les 100 pas comme une bête en cage. Et il y avait un homme plus âgé que je ne connaissais pas qui examinait des papiers sur ma table à manger. Mes papiers, mes documents personnels. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je demandé d'une voix qui sonnait étrangement calme. Les 3 m'ont regardé comme si j'étais un intrus dans ma propre maison. Sophie a été la première à parler. Sa voix avait cette urgence désespérée que j'avais déjà entendue au téléphone. « Michel, Dieu merci, vous êtes arrivé. Nous devons parler. Maître Bernard est de l'étude d'avocat où nous avons consulté au sujet de votre situation. » Ma situation? La question est sortie de ma bouche avec un calme qui m'a surpris. « Quelle situation? Je vais parfaitement bien. » Pierre a finalement levé la tête et m'a regardé avec ses yeux qui avaient été ceux d'un enfant innocent et qui ne reflétaient maintenant que la panique financière. « Papa, nous sommes allés à la banque et on nous a dit que tu avais annulé tous les virements. Monsieur Dupont nous a expliqué que tu avais aussi bloqué notre accès à tes comptes. Nous ne comprenons pas pourquoi tu as fait ça. » Maître Bernard, un homme d'une 50aine d'années en costume gris avec un sourire qui ne m'inspirait pas confiance, s'est approché de moi, la main tendue. « Monsieur Michel, je suis François Bernard, avocat spécialisé en droit de la famille. Vos enfants sont préoccupés par votre bien-être mental et m'ont demandé d'évaluer la situation. » Je ne lui ai pas serré la main. Au lieu de cela, je suis allé directement à ma table à manger et j'ai ramassé tous mes documents qu'il avait examinés sans ma permission. Ce sont mes papiers privés. Vous n'avez pas le droit de les examiner sans mon autorisation. « Papa !» a interrompu Pierre avec cette voix condescendante qu'il avait perfectionnée ces dernières années. « Nous nous inquiétons pour toi. Ton comportement a été très étrange dernièrement. D'abord,
Tu nous exclus financièrement sans explication. Ensuite, tu ne réponds pas à nos appels. Nous pensons que tu as peut-être besoin d'aide professionnelle. » Sophie s'est approchée et a essayé de prendre ma main avec cette fausse tendresse qu'elle réservait pour quand elle avait besoin de quelque chose. « Michel, mon cher, nous savons que vous avez été sous beaucoup de stress. Peut-être que la solitude vous affecte plus que vous ne le pensez. Il est normal à votre âge d'avoir des épisodes de confusion. » Le mot « confusion » a résonné dans ma tête comme une cloche d'alarme. Maintenant, je comprenais pourquoi ils avaient amené l'avocat. Ce n'était pas pour m'aider, c'était pour me faire déclarer mentalement incapable et prendre le contrôle de mes finances. La même femme qui m'avait dit qu'il n'invitait que des personnes spéciales à leur mariage me traitait maintenant comme si j'étais un vieil homme sénile. « Et je ne suis pas confus », ai-je dit avec une fermeté qui les a tous fait taire. « Je suis plus lucide que je ne l'ai été depuis des années et vous allez sortir de ma maison immédiatement. » Maître Bernard est intervenu avec cette voix professionnelle que les avocats utilisent quand ils veulent paraître raisonnables. « Monsieur Michel, je comprends que vous vous sentiez submergé, mais vos enfants ont le droit légal d'intervenir s'ils considèrent que votre capacité à prendre des décisions financières est compromise. Ils ont documenté plusieurs comportements préoccupants. » « Comportements préoccupants ?» Le rire qui est sorti de ma gorge était presque cruel. Comme décider que mon argent est à moi? Comme choisir de ne plus financer la vie de deux adultes qui me traitent comme de la merde? Sophie a sursauté comme si je l'avais giflé. « Nous ne t'avons jamais maltraité, tu fais partie de notre famille, tout ce que tu as sera à nous de toute façon un jour, nous ne faisons qu'avancer le processus. » Voilà la vérité nue et crue. Tout ce que j'avais serait à eux un jour. Dans leur esprit, j'étais déjà mort, et ils ne faisaient que récupérer l'héritage par anticipation. Peu importait si j'avais 70 ans devant moi ou 70 jours. Pour eux, j'étais juste un compte en banque sur pattes qui était devenu problématique. « Dehors !» ai-je dit en pointant la porte. « Tous les trois, dehors de ma maison. » Pierre s'est levé avec cette expression d'enfant capricieux qu'il avait quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. « Papa, nous ne pouvons pas partir comme ça. Nous avons des responsabilités. Le loyer, les remboursements de voiture, la carte de crédit que tu as avalisée. Tu ne peux pas simplement nous couper du jour au lendemain. »« Je ne peux pas ?» Ma voix a monté de ton pour la première fois de toute cette conversation. Qui a dit que je ne pouvais pas? Pendant 36 mois, j'ai payé un loyer qui n'est même pas à mon nom. J'ai rempli un frigo dans une maison où je ne suis pas le bienvenu. J'ai financé une vie qui n'inclut clairement pas de place pour moi. Maître Bernard a sorti un dossier de sa mallette et l'a posé sur ma table. « Monsieur Michel, nous avons préparé quelques documents qui pourraient faciliter cette transition. Une procuration qui permettrait à Pierre et Sophie de gérer vos finances de manière plus efficace. Ce serait temporaire, juste jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. » J'ai pris le dossier et je l'ai jeté directement à la poubelle, sans même l'ouvrir. La seule transition qui va avoir lieu ici, c'est celle de vous vers la sortie. Sophie a commencé à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de frustration, de colère contenue. « Tu ne peux pas nous faire ça, Michel. Nous comptions sur toi. Nous avons fait des plans basés sur ton soutien. Nous avons acheté des choses, pris des engagements financiers parce que nous savions que nous pouvions compter sur toi. »« Oh, des engagements basés sur mon argent, » ai-je répondu. « Pas sur mon bien-être, pas sur mon bonheur, pas sur ma compagnie, juste sur mon argent. Et maintenant que j'ai décidé que mon argent avait un meilleur usage dans ma propre vie, soudain, je suis un vieil homme confus qui a besoin de supervision légale. » Pierre a essayé de s'approcher de moi, mais j'ai reculé d'un pas. Ce n'était plus le petit garçon qui courait dans mes bras quand il faisait des cauchemars. C'était un homme de 35 ans qui voyait son père comme un obstacle entre lui et une vie confortable, financée par d'autres. « Papa, nous avons fait des erreurs », a-t-il dit d'une voix qui tentait de paraître repentante. Le mariage était un malentendu. Sophie était nerveuse. J'étais sous pression. Nous pouvons résoudre ça si tu redeviens raisonnable. Raisonnable.
Le mot avait un goût amer dans ma bouche. Être raisonnable, ça veut dire continuer à payer votre vie pendant que vous me traitez comme un étranger? Ça veut dire faire semblant que ça ne me fait pas mal d'avoir été exclu du jour le plus important de la vie de mon fils unique? Maître Bernard a rangé ses papiers avec l'efficacité de quelqu'un habitué à voir ses propositions rejetées. Monsieur Michel, ceci ne se termine pas ici. Votre famille a des options légales. Si vous prenez vraiment des décisions irrationnelles à cause de problèmes de santé mentale, un juge peut déterminer que vous avez besoin de supervision. Ces mots ont été comme un coup physique. J'ai réalisé que ce n'était pas juste une visite de manipulation familiale, c'était une vraie menace légale. Il voulait me faire déclarer incompétent pour gérer mes propres affaires. Maître Bernard, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux, je suggère que vous enquêtiez bien avant de menacer un homme de 60 ans qui a géré ses finances impeccablement pendant 40 ans, qui a élevé un fils seul après être devenu veuf, qui a maintenu un foyer, qui a travaillé jusqu'à prendre sa retraite honorablement et qui, jusqu'à la semaine dernière, entretenait financièrement 2 adultes parfaitement capables. Sophie a arrêté de pleurer et m'a regardé avec une froideur qui montrait enfin son vrai visage. « Ça ne va pas en rester là, Michel. Nous aussi, nous avons des droits et des avocats. »« Parfait, » ai-je répondu. « Engagez tous les avocats que vous voulez avec votre argent, bien sûr, parce que le mien n'est plus disponible pour financer vos crises légales. » Les 3 se sont dirigés vers la porte avec la dignité blessée de ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre un non. Avant de sortir, Pierre s'est retourné vers moi une dernière fois. « Papa, ça va très mal finir pour toi. Tu vas te retrouver seul, sans personne pour s'occuper de toi quand tu en auras vraiment besoin. » « Pierre, ai-je dit avec une tristesse profonde, mais aussi avec une clarté cristalline. Je suis déjà seul. La différence, c'est que maintenant c'est par mon propre choix, pas par votre négligence. » Quand la porte s'est fermée derrière eux, je suis resté debout dans mon salon, entouré du plus beau silence que j'avais entendu depuis des années. C'était le silence de la liberté. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mais ce n'était pas à cause de la tristesse ou du regret. C'était à cause de l'adrénaline d'avoir repris le contrôle de ma propre vie. Je suis resté éveillé dans mon lit, planifiant mes prochains mouvements comme un général préparant une bataille. Si Pierre et Sophie voulaient se battre, je leur donnerais une guerre, mais ce serait une guerre que je mènerais avec intelligence, pas avec des émotions. À 6 heures du matin, j'étais déjà habillé et prêt à sortir. Mon premier arrêt fut le cabinet de maître Jean Dubois, un homme que j'avais connu des années auparavant quand j'avais fait le testament de ma femme. Contrairement à maître Bernard que Pierre et Sophie avaient amené, Jean avait une réputation impeccable et était spécialisé dans la protection des droits des personnes âgées. « Monsieur Michel, m'a-t-il dit quand j'ai expliqué la situation, ce que vos enfants ont tenté hier est plus courant que vous ne le pensez. Ça s'appelle de la maltraitance financière envers les personnes âgées et c'est un crime. Le fait qu'ils soient entrés chez vous sans permission et aient fouillé vos documents privés constitue aussi une violation. » Ces mots m'ont à la fois rassuré et alarmé. Rassuré parce qu'ils confirmaient que je n'étais pas fou, que ce qui s'était passé était vraiment abusif. Alarmé parce que j'ai réalisé que la situation était plus grave que je ne l'avais pensé. « Nous devons tout documenter », a continué Jean. « Chaque virement, chaque cadeau, chaque fois qu'ils vous ont fait pression pour de l'argent. Nous allons aussi changer votre testament pour protéger vos biens de toute tentative de manipulation future. Nous avons passé 3 heures à examiner mes dossiers financiers. Jean a sifflé quand il a vu le montant total en 3 ans. Monsieur Michel, avec cet argent, vous auriez pu vivre confortablement, voyager, profiter de votre retraite. Au lieu de ça, vous avez complètement financé la vie de 2 adultes qui ne vous respectaient même pas assez pour vous inviter à leur mariage. Quand je suis sorti du cabinet de Jean, j'avais un plan complet. Premièrement, changer toutes les serrures de ma maison. Deuxièmement, installer un système de sécurité avec caméra pour me protéger de futures visites surprises. Troisièmement,
ouvrir un nouveau compte bancaire dans une banque différente où il n'avait aucun contact. Quatrièmement, commencer à vivre la vie que j'avais reportée pendant des années. Mon arrêt suivant fut le magasin de bricolage. Le propriétaire, Monsieur Martin, me connaissait depuis des années parce que j'allais toujours acheter des choses pour réparer l'appartement de Pierre et Sophie. Cette fois, c'était différent. « Monsieur Michel, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?»« Une autre urgence chez votre fils ?» a-t-il demandé avec cette familiarité de quelqu'un qui avait été témoin silencieux de ma générosité gaspillée. « Non, monsieur Martin, cette fois, c'est pour ma propre maison. J'ai besoin de changer toutes les serrures et je veux qu'elles soient de la meilleure qualité que vous ayez. » Il m'a regardé surpris, mais n'a pas posé de questions. Pendant que je sélectionnais les serrures, son fils Gabriel, qui travaillait dans l'installation de systèmes de sécurité, est arrivé. C'était la Providence en action. « Gabriel, ai-je dit, j'ai aussi besoin d'installer des caméras de sécurité, tout le système complet. Le prix n'est pas un problème. » Pendant qu'il préparait tout pour l'installation du lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Sophie qui appelait depuis le téléphone de quelqu'un d'autre parce que j'avais bloqué son numéro après la confrontation d'hier. « Michel, c'est Sophie. S'il vous plaît, ne raccrochez pas. Nous devons parler comme des adultes civilisés. »« Parle ?» ai-je dit sèchement. « Écoutez, je comprends que vous soyez fâchés à cause du mariage. C'était une erreur. Pierre et moi avons parlé et nous voulons vous dédommager. Que diriez-vous d'organiser un dîner spécial pour célébrer notre mariage avec vous? Nous pourrions le faire chez vous, cuisiner ensemble comme avant. » La manipulation dans ces mots était si évidente qu'elle m'a presque fait rire. « Sophie, combien vous devez de loyer exactement ?» Le silence de l'autre côté a confirmé que j'avais visé juste. « Eh bien, ce sont 2 mois, 2400 € total. Mais ce n'est pas seulement pour ça que j'appelle, Michel. Vous nous manquez vraiment dans nos vies. Vous manque moi ou vous manque mon argent? Les deux, a-t-elle répondu avec une honnêteté qui m'a surpris. Michel, je ne vais pas mentir. Oui, nous avons besoin de votre aide financière, mais nous vous aimons aussi. Vous êtes important pour nous. Si je suis si important, ai-je dit, pourquoi n'étais-je pas assez important pour être au mariage? Pourquoi ne suis-je pas assez important pour recevoir un appel qui ne soit pas pour demander de l'argent? Quand avez-vous appelé pour la dernière fois juste pour savoir comment j'allais? Un autre silence. Nous connaissions toutes les deux la réponse. Jamais. Sophie, je vais vous expliquer quelque chose une seule fois. Pendant 3 ans, vous m'avez traité comme un distributeur automatique avec des sentiments. Vous m'avez utilisé, ignoré, humilié et finalement insulté de la pire façon possible. Maintenant que l'argent est fini, soudain vous découvrez que vous m'aimez. Michel, s'il vous plaît, je l'ai interrompu. Il n'y a pas de « s'il vous plaît » qui vaille. Vous avez fait votre choix quand vous avez décidé que je n'étais pas assez spécial pour être à votre mariage. Maintenant, je fais le mien. J'ai raccroché et éteint complètement le téléphone. Je ne voulais plus d'interruption pendant ma journée de libération. Cet après-midi-là, je suis allé chez le barbier où je n'étais pas allé depuis plus d'1 an. J'annulais toujours mes rendez-vous parce que Pierre ou Sophie avaient besoin de quelque chose d'urgent, ou parce que l'argent que j'avais mis de côté pour moi finissait par devenir une de leurs urgences. « Monsieur Michel !» a crié Antoine, mon barbier préféré. « Quelle surprise! Je pensais que vous nous aviez oubliés. » Je ne vous ai pas oublié, Antoine. J'ai seulement oublié que moi aussi, je mérite d'être soigné. J'ai fait le traitement complet. Coupe, soins de barbe, même une manucure. Pour la première fois depuis des années, j'ai dépensé de l'argent pour moi, sans me sentir coupable. Pendant qu'Antoine travaillait, il m'a parlé de sa vie, de ses enfants, de ses rêves. C'était rafraîchissant d'avoir une conversation qui ne tournait pas autour des besoins de Pierre et Sophie. « Vous avez fière allure, monsieur Michel, » m'a-t-il dit quand il a terminé. « Mais plus que ça, vous semblez libre. Il s'est passé quelque chose de bien ?»« Oui, Antoine. J'ai enfin appris à dire non. Quand je suis arrivé chez moi, cet après-midi-là, il y avait une voiture garée devant ma porte que je ne reconnaissais pas. Mon cœur s'est accéléré un moment.
pensant que peut-être Pierre et Sophie étaient revenus avec des renforts. Mais quand je me suis approché, j'ai vu que c'était un homme plus âgé assis sur les marches de mon entrée. « Monsieur Michel ?» a-t-il demandé quand je suis descendu de voiture. « Oui, c'est moi. En quoi puis-je vous aider ?»« Je suis André Dubois. J'habite la maison d'à côté. Nous sommes voisins depuis des années, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de vraiment parler. Hier, j'ai entendu des voix très fortes chez vous, et j'étais inquiet. »« Tout va bien ?» Sa préoccupation sincère m'a profondément touché. Voilà un étranger qui montrait plus d'intérêt pour mon bien-être que mon propre fils. « Entrez, monsieur André. Je vais préparer du café et vous raconter une histoire que vous n'allez pas croire. » Pendant que je préparais le café, je lui ai raconté toute la situation. André m'a écouté sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps. Et quand j'ai terminé mon récit, ses yeux étaient pleins de compassion. « Monsieur Michel, m'a-t-il dit, vous avez fait la bonne chose. J'ai vécu quelque chose de similaire avec mon fils il y a 5 ans. Je pensais aussi que c'était mon obligation de financer sa vie d'adulte. Je croyais aussi que si je ne leur donnais pas d'argent, ils ne m'aimeraient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai coupé les vivres quand j'ai réalisé qu'il ne m'appelait que quand il avait besoin de quelque chose. Au début, c'était terrible. Il m'a menacé, fait du chantage émotionnel, a essayé de me faire sentir coupable. Mais après 6 mois, mon fils a appelé pour s'excuser vraiment. Maintenant, nous avons une vraie relation basée sur l'amour, pas sur l'argent. Ces mots m'ont donné de l'espoir et ont confirmé que j'avais pris la bonne décision. Vous pensez que Pierre et Sophie comprendront un jour? Peut-être oui, peut-être non, a-t-il répondu honnêtement. Mais ce n'est plus votre responsabilité, monsieur Michel. Votre responsabilité maintenant est de vivre votre propre vie. Cette nuit-là, pour la première fois en 3 ans, je suis allé dormir sans me préoccuper de savoir si Pierre et Sophie avaient de l'argent pour le loyer, pour la nourriture, pour leurs caprices. Je suis allé dormir en pensant à moi-même, à mes projets, à mon avenir. Et j'ai mieux dormi que depuis des années. Le lendemain, Gabriel et M. Martin sont arrivés à 8 heures pour changer les serrures et installer le système de sécurité. Pendant qu'ils travaillaient, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner de numéros inconnus. Sophie continuait à essayer de me contacter depuis différents téléphones, mais j'avais développé une nouvelle compétence, ignorer complètement les appels qui ne me convenaient pas. « Monsieur Michel, » m'a dit Gabriel en installant les caméras, « ce système va vous donner une tranquillité totale. Vous pouvez voir qui arrive chez vous depuis votre téléphone, même quand vous n'êtes pas là. Et si quelqu'un entre sans permission, une alerte est automatiquement envoyée à la police. » L'ironie ne m'a pas échappé. J'installais un système de sécurité pour me protéger de mon propre fils, mais ça ne me faisait plus mal comme avant. C'était simplement une mesure pratique pour maintenir ma nouvelle paix. Pendant qu'il travaillait, j'ai décidé de faire quelque chose que je ne faisais pas depuis des années. Appeler ma sœur Brigitte à Lyon. Nous avions perdu le contact parce que chaque fois qu'on parlait, je finissais par lui raconter les exploits de Pierre et Sophie, combien d'argent j'avais dépensé pour eux, la fierté que j'avais de pouvoir les aider. Maintenant, je réalisais que nos conversations étaient devenues des rapports financiers déguisés en nouvelles familiales. « Michel ?» a répondu Brigitte surprise. « Mon frère, comment ça va? Ça fait des mois qu'on ne s'est pas parlé. » « Je vais bien, Brigitte. Mieux que bien. En fait, j'appelle pour te dire que j'ai enfin retrouvé la raison. » Je lui ai raconté toute l'histoire depuis le début. Le mariage secret, l'humiliation, la visite avec l'avocat, ma décision de couper les financements. Brigitte m'a écouté en silence, et quand j'ai terminé, sa réponse m'a surpris. « Michel Franin, il était temps. Chaque fois qu'on parlait, ça me brisait le cœur de t'entendre te vanter de combien d'argent tu avais donné à Pierre, comme si l'amour se mesurait en euros. Je voulais te dire quelque chose, mais je ne savais pas comment. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Que Pierre ne parlait jamais de toi avec affection quand je l'entendais dans les réunions de famille. C'était toujours « mon père m'a aidé avec ça » ou « mon père m'a acheté ça », mais jamais « mon père me manque » ou « j'aime beaucoup mon père ». C'était comme si tu étais un service, pas une personne.
Ces mots m'ont fait mal, mais c'était une douleur nécessaire, comme quand le médecin nettoie une plaie infectée. Ça fait mal, mais ça fait partie de la guérison. Tu sais ce qui m'a le plus marqué? A continué Brigitte. Sophie parlait toujours de toi au futur. Quand Michel ne sera plus là, nous pourrons rénover sa maison, ou quand nous hériterons, nous investirons dans l'entreprise, comme s'ils attendaient que tu meures pour commencer à vraiment vivre. Cette révélation m'a frappé comme un seau d'eau glacée. Non seulement ils me voyaient comme un distributeur automatique, mais comme un obstacle temporaire entre eux et l'argent. Pendant que je me dévouais pour les rendre heureux, ils planifiaient l'avenir sans moi. Après avoir raccroché avec Brigitte, je suis resté assis dans ma cuisine, digérant toute cette information. 45 ans de mariage avec une femme qui m'a vraiment aimé. 35 ans à élever un fils seul après être devenu veuf. Et 3 ans à financer 2 adultes qui me voyaient comme un obstacle millionnaire. La sonnette a sonné et j'ai vu sur les nouvelles caméras que c'était André avec une tasse dans les mains. J'ai ouvert la porte et il m'a offert du café frais. J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de compagnie après tout ce que vous m'avez raconté hier, a-t-il dit avec ce sourire sincère que j'avais déjà commencé à apprécier. Nous nous sommes assis dans mon salon et André m'a raconté plus de détails de sa propre expérience. Mon fils me disait exactement les mêmes choses que Sophie vous dit. Tu es comme un second père pour moi. Nous sommes spéciaux pour toi. Un jour, tout sera à nous. Ce sont des phrases apprises, monsieur Michel. Ils les apprennent dans le manuel de manipulation émotionnelle. Vous pensez qu'il existe vraiment ce manuel? Ai-je demandé à moitié en plaisantant. Pas officiellement, mais on dirait qu'ils lisent tous le même livre. Le chapitre 1, c'est « Faites-vous sentir indispensable ». Le chapitre 2, c'est « Créer des urgences financières constantes ». Le chapitre 3, c'est « S'il résiste, questionner sa santé mentale ». Nous avons ri d'un rire amer. C'était drôle et tragique à la fois de reconnaître des modèles si prévisibles dans le comportement de nos propres enfants. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je reportais depuis des années, visiter la tombe de ma femme. Je trouvais toujours des excuses pour ne pas y aller parce que Pierre ou Sophie avaient besoin de quelque chose, ou parce que l'argent du taxi était mieux investi dans une de leurs urgences. Le cimetière était tranquille et beau. La tombe de Catherine semblait un peu négligée, parce que ça faisait des mois que je n'y étais pas allé pour la nettoyer. Je me suis assis sur l'herbe à côté de sa pierre tombale, et j'ai parlé avec elle comme si elle était vivante. « Catherine, mon amour, je crois que je me suis perdu pendant un moment. Après ton départ, j'ai mis toute mon énergie sur Pierre. Je voulais être le meilleur père du monde pour compenser d'une certaine façon qu'il ait grandi sans mère. Mais je crois que dans le processus, j'ai oublié d'être moi-même. Notre fils est devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Ou peut-être qu'il a toujours été comme ça et je n'ai pas voulu voir. Sa femme. Eh bien, tu sais déjà comment elle est. L'argent que tu as laissé pour que je vive tranquille, je l'ai dépensé pour les entretenir. Mais plus maintenant, mon amour. J'ai appris. J'ai nettoyé sa tombe, changé les fleurs fanées pour de nouvelles, et je suis resté là encore 1 heure, profitant simplement de la paix. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas pressé de rentrer pour résoudre une crise de Pierre et Sophie. Quand je suis rentré chez moi, il y avait 3 voitures garées devant ma porte de nouveau. Mon cœur s'est accéléré, mais cette fois j'étais préparé. Les caméras me montraient que c'était Pierre, Sophie et 2 personnes que je ne reconnaissais pas. Ils semblaient tous agités, parlant entre eux et pointant vers ma maison. Je ne suis pas sorti de la voiture. Au lieu de ça, j'ai appelé Jean, mon avocat. « Jean, ils sont chez moi de nouveau. Cette fois, ils ont amené plus de monde. Que dois-je faire? Ne sortez pas de la voiture, Michel. » J'arrive immédiatement et je vais appeler la police. Après notre conversation d'hier, j'ai demandé une ordonnance de restriction temporaire. Ils ne peuvent pas être sur votre propriété. 15 minutes plus tard, Jean et 2 voitures de police sont arrivées. J'ai vu comment les policiers parlaient avec Pierre et Sophie.
comment mon fils gesticulait furieusement, comment Sophie pleurait encore. Mais cette fois, ses larmes ne m'ont pas affecté. Un des policiers s'est approché de ma voiture. « Monsieur, vous pouvez sortir tranquille, vos visiteurs vont se retirer maintenant. » Quand je suis descendu de la voiture, Pierre a crié depuis la rue. « Papa, c'est ridicule, nous sommes ta famille, tu ne peux pas appeler la police contre ton propre fils. » « Pierre, ai-je répondu avec un calme qui m'a surpris. La famille ne menace pas avec des procès d'incapacité mentale. La famille n'entre pas dans les maisons des autres sans permission. La famille ne traite pas ses pères comme des distributeurs automatiques. Sophie a crié de l'autre côté de la rue. « Tu vas nous payer tout ce que tu nous dois. Nous avons des factures que tu as avalisées. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. » Jean est intervenu. « Madame Sophie, toute communication future doit passer par mon cabinet et je suggère que vous consultiez un avocat avant de faire des menaces de recouvrement, parce que mon client a une documentation complète de tous les paiements qu'il a fait volontairement pendant 3 ans. Je les ai vus s'éloigner dans leur voiture, vaincus mais pas rendus. Je savais que ce n'était pas fini. Mais pour la première fois dans cette situation, je me sentais confiant. J'avais de l'aide professionnelle. J'avais le soutien émotionnel d'André et, plus important, j'avais la clarté mentale sur ce qui était bien et ce qui était mal. Cette nuit-là, André m'a invité à dîner chez lui. J'ai rencontré son fils qui était venu lui rendre visite et j'ai pu voir de mes propres yeux comment était une relation familiale saine. Ils parlaient avec respect, s'intéressaient sincèrement à la vie l'un de l'autre, riaient ensemble. Le fils n'a pas demandé d'argent, pas une seule fois pendant toute la soirée. « C'est ce que je voulais avec Pierre », ai-je confessé à André quand son fils est parti. « Et peut-être qu'un jour vous l'aurez », a-t-il répondu. « Mais il doit apprendre que vous êtes une personne qui mérite le respect, pas seulement une source de revenus. » Pour la première fois depuis des semaines, je suis allé dormir en me sentant plein d'espoir pour l'avenir. Les jours suivants ont été étrangement paisibles. Les caméras de sécurité me montraient que Pierre et Sophie passaient devant ma maison plusieurs fois par jour, parfois lentement, parfois en s'arrêtant quelques minutes, mais sans descendre. C'était comme s'ils étudiaient ma routine, cherchant le moment parfait pour le prochain mouvement. Jean m'avait conseillé de documenter chacune de ces visites. Alors, je tenais un registre détaillé avec date et heure. Leur persistance va jouer en notre faveur, m'avait-il dit. Chaque fois qu'ils apparaissent, après qu'on leur ait dit de ne pas s'approcher, ça renforce notre dossier pour l'ordonnance de restriction permanente. Le vendredi matin, je prenais tranquillement mon petit déjeuner quand la sonnette a sonné. Les caméras me montraient une jeune femme très bien habillée, avec un dossier dans les mains et un sourire professionnel. Je ne la reconnaissais pas, mais quelque chose dans sa posture me disait que ce n'était pas une visite sociale. « Bonjour, monsieur Michel », m'a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. « Je suis enquêtrice sociale du département des services aux personnes âgées. Nous avons reçu un signalement selon lequel vous pourriez être en situation de risque et nous devons faire une évaluation de bien-être. » Mon sang a glacé. Pierre et Sophie avaient escaladé la situation. Ce n'était plus seulement des menaces d'avocats privés. Maintenant, ils avaient impliqué le gouvernement. « Puis-je voir votre identification ?» ai-je demandé en essayant de garder mon calme. « Bien sûr. » Elle m'a montré une carte officielle qui semblait légitime. « Je suis l'assistante sociale Claire Moreau. Puis-je entrer pour parler avec vous ?» Je l'ai laissée entrer parce que je savais que refuser aurait été pire pour mon dossier. Claire s'est assise dans mon salon et a sorti un formulaire de son dossier. « Monsieur Michel, nous avons reçu des rapports selon lesquels vous avez eu des changements significatifs dans votre comportement financier, que vous avez coupé la communication avec votre famille et que vous avez montré des signes de paranoïa en installant des systèmes de sécurité inutiles. On nous a aussi informé que vous avez refusé l'aide médicale et légale de vos proches. » Chaque mot avait été soigneusement choisi pour me faire passer pour un vieil homme déséquilibré.
Je reconnaissais la main de Sophie dans la rédaction. Elle avait toujours été habile à manipuler les mots pour obtenir ce qu'elle voulait. « Mademoiselle Claire », ai-je dit avec toute la dignité que j'ai pu rassembler, « j'aimerais appeler mon avocat avant de répondre à toute question. Monsieur, ce n'est pas un interrogatoire légal, c'est une évaluation de bien-être. Si vous n'avez rien à cacher, il ne devrait pas y avoir de problème à parler avec moi. » La phrase « si vous n'avez rien à cacher » m'a mis en colère. C'était la même logique que les abuseurs utilisaient pour justifier leurs invasions. Si vous êtes innocent, vous ne devriez pas vous plaindre qu'on viole votre intimité. Mademoiselle, je vais appeler mon avocat. Vous pouvez attendre ici ou revenir un autre jour, mais je ne répondrai pas aux questions sans représentation légale présente. J'ai appelé Jean et il est arrivé en 20 minutes. Quand il est entré et a vu l'assistante sociale, son expression s'est durcie. « Mademoiselle Moreau, » a-t-il dit après avoir examiné son identification, « j'espère que vous avez un mandat pour être ici parce que mon client est sous ma représentation légale et toute évaluation non autorisée constitue du harcèlement. »« Monsieur, » a répondu Claire avec moins de confiance qu'avant, « nous avons des rapports de famille inquiètes pour le bien-être de monsieur. »« Quelle famille ?» a demandé Jean sèchement. « La même famille qui a essayé de lui faire signer une procuration sans représentation? La même famille qui est entrée chez lui sans permission et a fouillé ses documents privés? La même famille qui l'a exclu d'événements importants tout en vivant de son argent ?» Jean a sorti un dossier de sa mallette et l'a posé sur la table. « Voici. J'ai une documentation complète de maltraitance financière et émotionnelle contre mon client. Le Blendel 800 € extrait de ses comptes en 3 ans. Exclusion sociale systématique et chantage émotionnel. Si quelqu'un doit être enquêté ici, ce n'est pas mon client. » Claire a examiné les documents avec un malaise croissant. Il était évident que l'information qu'on lui avait donnée ne correspondait pas à la réalité qu'elle avait devant elle. « Monsieur Michel, » m'a-t-elle dit finalement, « pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez décidé de couper le soutien financier à votre fils de manière si abrupte ? » « Parce que j'ai enfin compris qu'il m'utilisait, » ai-je répondu simplement. « Parce que j'ai réalisé que pour eux je n'étais pas un père, j'étais un compte en banque, parce que j'en ai eu assez de financer la vie de gens qui me voyaient comme un obstacle. Mais ne considérez-vous pas que c'est votre responsabilité d'aider votre famille ? La question m'a indigné. Mademoiselle Claire, ma responsabilité comme père était d'élever mon fils jusqu'à 18 ans, de l'éduquer et de lui donner les outils pour être un adulte indépendant. Mon fils a 35 ans, il est marié et parfaitement capable de subvenir à ses besoins. Financer sa vie d'adulte n'est pas ma responsabilité, c'est mon choix, et j'ai choisi d'arrêter de le faire. » Jean est intervenu. « Mademoiselle Moreau, considéreriez-vous qu'un adulte de 35 ans qui n'arrive pas à payer son propre loyer sans l'aide de son père de 60 ans est une situation normale ?» Claire n'a pas répondu immédiatement. Je pouvais voir qu'elle reconsidérait toute la situation. « Monsieur Michel, » m'a-t-elle demandé après un moment, « gérez-vous vos propres finances complètement ? Je peux vous montrer mes relevés bancaires, mes investissements, mes paiements d'impôts. Tout est à jour et en ordre. Vivez-vous de manière indépendante ? Comme vous pouvez le voir, j'entretiens ma maison propre. Je prends soin de moi physiquement. Je gère mes propres transports. J'ai des relations sociales saines avec mes voisins. Prenez-vous des médicaments ? Seulement des vitamines et suppléments. Je n'ai pas de condition médicale qui exige des médicaments. Jean a ajouté « Mon client vient de passer des évaluations médicales complètes dans le cadre de notre processus légal. Il est en parfait état de santé mentale et physique. » Claire a fermé son dossier et a soupiré. « Monsieur Michel, sur la base de cette conversation et de la documentation que j'ai examinée, je ne vois pas de preuve que vous soyez en danger ou que vous ayez besoin d'intervention. Je vais fermer ce dossier. » Après qu'elle soit partie, Jean et moi sommes restés silencieux quelques minutes. « Michel, » m'a-t-il dit finalement, « ça va continuer à escalader. Pierre et Sophie ne vont pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils récupèrent l'accès à votre argent. Nous devons nous préparer au prochain mouvement.
Cet après-midi-là, en réfléchissant à la visite de l'assistante sociale, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne me sentais plus comme une victime. Je me sentais comme un homme qui avait pris le contrôle de sa vie et qui était prêt à la défendre. J'ai appelé Brigitte pour lui raconter ce qui s'était passé. « Michel Franin, après avoir tout entendu, tu sais ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire ? Ce n'est pas à quel point Pierre et Sophie se sont mal comportés, c'est à quel point tu es devenu fort. » Ces mots m'ont profondément touché. Elle avait raison. Il y a un mois, la visite d'une assistante sociale m'aurait dévasté. Elle m'aurait fait douter de moi-même. Elle m'aurait fait considérer de retourner financer Pierre et Sophie juste pour éviter les problèmes. Mais maintenant, j'étais ferme dans mes décisions. Cette nuit-là, André est venu me voir avec une bouteille de vin. « Monsieur Michel, je veux célébrer avec vous. Célébrer qu'aujourd'hui vous avez résisté à une autre attaque contre votre liberté et que vous en êtes sorti victorieux. Chaque fois que vous restez ferme, vous devenez plus fort. Nous avons trinqué à ma nouvelle force, à ma nouvelle vie, à la liberté que j'attendais sans le savoir depuis des années. André, ai-je dit pendant que nous buvions notre vin, pensez-vous qu'un jour, j'arrêterai de regretter le Pierre qu'il était quand il était enfant ? Probablement pas, a-t-il répondu honnêtement, mais vous allez arrêter de permettre que cette nostalgie vous maintienne prisonnier du Pierre qu'il est maintenant. Ces mots contenaient une sagesse profonde. Je pouvais aimer le petit garçon qui avait été mon fils sans permettre à l'adulte abusif qu'il était devenu de continuer à me faire du mal. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sachant que chaque jour, je devenais plus fort, plus indépendant, plus libre. Pierre et Sophie pouvaient continuer à essayer de me manipuler, faire du chantage ou m'effrayer, mais ils avaient déjà perdu leur pouvoir sur moi. Ma nouvelle vie ne faisait que commencer.